Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans le Mexique des années 60. Un village perdu dans les montagnes de la Sierra Madre. 50 fermiers pauvres, analphabètes, oubliés du monde. Et un soir, 2 hommes arrivent. Ils disent que les dieux parlent à travers eux. Que la richesse est cachée dans les grottes. Qu'une déesse va descendre parmi eux pour restaurer leur foi. Puis Magdalena entre. Et tout bascule. Elle était prostituée. Elle était exploitée. Elle était invisible. Et dans ce village perdu, on lui a dit qu'elle était une déesse. Elle a fini par le croire. Ce qui s'est passé ensuite dans les grottes de Yerba Buena dépasse ce que l'imagination humaine peut concevoir facilement. Du sang. Des sacrifices. Des corps mutilés. Et une femme qui boit dans un calice, les yeux fermés, persuadée d'être immortelle. Ce soir, vous allez entrer dans le culte le plus sanglant du Mexique moderne. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Il existe un Mexique que les cartes postales ne montrent pas. Loin des plages d'Acapulco, loin des grandes avenues de Mexico, il y a un autre pays. Un pays de montagne, de silence et d'isolement. Au début des années 1960, dans la Sierra Madre, certains villages vivent encore presque coupés du monde. Yerba Buena en fait partie. Une petite communauté rurale, composée d'une 50aine d'habitants. Des fermiers pauvres, vivant de cultures difficiles, dans une région où les ressources sont rares et les infrastructures quasi inexistantes. L'éducation y est limitée. L'accès à l'information aussi. On y vit entre soi. On y croit en ce qu'on connaît. Et surtout, on y cherche des réponses là où on peut en trouver. Comme souvent dans ces régions isolées, les croyances religieuses prennent une forme particulière. Un mélange de catholicisme et de traditions plus anciennes, héritées de cultures précolombiennes. Les rituels, les symboles, les récits, tout coexiste sans contradiction apparente. La foi n'est pas seulement une pratique. C'est une structure. Un repère. Parfois, une nécessité. Dans un contexte comme celui-ci, la frontière entre spiritualité et superstition peut devenir fragile. Et quand la misère s'installe durablement, une autre chose apparaît. Le besoin de croire à une issue. À un changement. À une promesse. C'est dans ce contexte précis que 2 hommes arrivent au village. Santos et Cayetano Hernandez. Leur passé est mal documenté, mais une chose est certaine, ils ne sont ni prêtres, ni prophètes. Pourtant, ils vont rapidement se présenter comme tels. Ils affirment être en contact avec des forces supérieures. Ils parlent de trésors cachés dans les montagnes. De richesses accessibles à ceux qui feront preuve de foi. Pour les habitants de Yerba Buena, ces paroles tombent dans un terrain déjà prêt à les accueillir. Peu à peu, les 2 hommes gagnent en influence. Ils organisent des rassemblements. Ils parlent avec assurance. Ils exploitent les croyances locales, sans jamais les contredire frontalement. Et surtout, ils apportent quelque chose que personne d'autre n'avait offert jusque-là. Une promesse. Au départ, les villageois écoutent. Puis ils commencent à suivre. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est progressif. Comme souvent dans ce type de situation, l'adhésion ne se fait pas en une fois. Elle s'installe, lentement, presque sans que personne ne s'en rende compte. Et à mesure que la confiance grandit, le pouvoir des 2 hommes s'affirme. Ils ne sont plus seulement des visiteurs. Ils deviennent des guides. Puis, peu à peu, des figures d'autorité. Mais pour transformer une croyance en véritable emprise, il leur manque encore quelque chose. Quelque chose de plus fort que des mots. Quelque chose de visible. Quelque chose qui ne se discute pas. Ils vont alors introduire un élément décisif. Une figure centrale. Une incarnation. Une déesse. Les frères Hernandez apparaissent dans l'histoire comme 2 figures centrales. Et pourtant, paradoxalement, ce sont aussi les plus flous. Leur passé reste mal documenté. Les archives sont rares, parfois contradictoires, et les témoignages disponibles ne permettent pas de reconstituer avec certitude leur parcours avant leur arrivée à Yerba Buena. Mais ce que l'on sait suffit à comprendre leur rôle. Ce ne sont pas des religieux. Ce ne sont pas des représentants officiels d'un quelconque culte. Ils arrivent dans le village au début des années 1960,
probablement entre 1962 et 1963. Et très vite, ils prennent la parole. Ils ne s'imposent pas par la force. Ils observent d'abord. Ils écoutent. Ils comprennent. Ils s'adaptent. Ils identifient ce que les habitants croient déjà, et ils s'y glissent. Leur discours est simple. Ils affirment être en contact avec des forces supérieures. Ils parlent de richesses cachées dans les montagnes. Ils évoquent des grottes où seraient dissimulés des trésors. Mais ces richesses ne sont pas accessibles à tous. Elles nécessitent des offrandes. De la foi. De l'obéissance. Le mécanisme est classique. Une promesse exceptionnelle, conditionnée à une soumission progressive. Au début, les demandes restent modestes. Un peu de nourriture. Un peu d'argent. Du temps. Rien qui ne semble dangereux. Mais à mesure que leur influence grandit, les exigences évoluent. Les rassemblements deviennent plus fréquents. Les discours plus affirmés. Les contradictions moins tolérées. Ce qui relevait d'une proposition commence à ressembler à une règle. Et dans un village isolé, où les repères extérieurs sont absents, cette transformation passe presque inaperçue. Les Hernandez ne créent pas une nouvelle croyance. Ils réorganisent celle qui existe déjà. Ils parlent de dieux anciens, sans jamais entrer en conflit direct avec la religion dominante. Ils utilisent des symboles connus. Des récits déjà présents dans l'imaginaire collectif. Ils ne demandent pas aux habitants de renoncer à ce qu'ils croient. Ils leur demandent d'y croire autrement. C'est ce qui rend leurs discours efficaces. Et difficiles à contester. Peu à peu, les habitants changent. Ils donnent davantage. Ils questionnent moins. Ils suivent. Non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils sont isolés. Parce qu'ils manquent de repères. Et parce qu'on leur offre quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. L'idée que leur situation peut changer. Dans ce contexte, les Hernandez ne sont plus seulement écoutés. Ils sont respectés. Puis, progressivement, ils sont crus. Mais pour stabiliser ce pouvoir naissant, pour transformer cette influence en véritable autorité, ils comprennent qu'un discours ne suffit pas. Il faut un symbole. Une preuve. Quelque chose d'incarné. C'est à ce moment-là qu'ils prennent une décision. Ils vont introduire une figure capable de rendre leur histoire réelle. Une présence qui ne se discute pas. Une incarnation du divin. Ils vont chercher une femme. À Monterrey. Avant la prêtresse, il y a une jeune femme. Magdalena Solis. Elle naît en 1945, au Mexique, probablement dans un environnement modeste. Comme pour beaucoup d'acteurs de cette affaire, les informations sur son enfance restent limitées et parfois contradictoires. Ce qui est établi, en revanche, c'est son lien étroit avec son frère, Eleazar Solis. Au début des années 1960, tous deux vivent à Monterrey. C'est là que leur trajectoire croise celle des frères Hernandez. Les circonstances exactes de cette rencontre ne sont pas entièrement documentées. Mais selon plusieurs sources concordantes, Santos et Cayetano Hernandez recrutent Magdalena et son frère pour les intégrer à leur mise en scène religieuse. À ce stade, le projet des Hernandez est déjà en place. Ils ont une communauté. Ils ont une influence. Ils ont un récit. Il leur manque une incarnation. Magdalena va devenir cette incarnation. Pourquoi elle? Les sources ne donnent pas de réponse définitive. Certaines évoquent une jeune femme influençable. D'autres parlent d'une personnalité capable de capter l'attention. D'autres encore suggèrent simplement qu'elle était disponible, et prête à suivre ceux qui lui proposaient une place. Ce qui est certain, c'est qu'elle accepte. Elle quitte Monterrey avec son frère. Et elle arrive à Yerba Buena. Là, son rôle est immédiatement défini. Elle n'est plus une habitante ordinaire. Elle n'est plus une inconnue. Elle est présentée comme une figure divine. Plus précisément, comme l'incarnation d'une déesse issue des croyances préhispaniques, souvent identifiée comme Coatlicue, une divinité liée à la vie, à la mort et à la renaissance. La mise en scène est organisée. Les Hernandez orchestrent l'apparition. Le lieu est choisi. Les conditions sont contrôlées. Les habitants, déjà préparés par les discours précédents, assistent à cette révélation. Et ils y adhèrent. À partir de ce moment, Magdalena n'est plus seulement une participante. Elle devient le centre du système. Son statut change immédiatement.
Elle reçoit. Elle observe. Elle est regardée différemment. Et dans un groupe déjà engagé dans une dynamique de croyance collective, cette reconnaissance agit comme une validation. Plus les habitants croient, plus son rôle devient réel. Plus son rôle devient réel, plus les habitants croient. Un cercle se met en place. À ce stade, il est difficile de déterminer ce que Magdalena pense réellement. Les sources ne permettent pas d'affirmer avec certitude si elle croit à son propre rôle ou si elle le joue. Mais ce qui est observable, en revanche, c'est son évolution dans les semaines qui suivent. Elle ne reste pas passive. Elle participe. Puis elle dirige. Progressivement, elle ne se contente plus d'incarner la figure centrale du culte. Elle en devient l'un des moteurs. Et à partir de là, la dynamique change. Ce qui était une manipulation commence à se transformer en quelque chose de plus instable, de plus violent, de plus difficile à contrôler, même pour ceux qui l'ont initié. Les frères Hernandez avaient construit une croyance. Ils viennent de lui donner un visage. Mais ils ne maîtrisent plus entièrement ce qu'ils ont créé. À Yerba Buena, tout est désormais prêt. Depuis plusieurs semaines, les frères Hernandez ont installé leur discours. Ils ont parlé de dieux anciens, de richesses cachées, de forces invisibles à l'œuvre dans les montagnes. Les habitants ont écouté. Puis ils ont commencé à croire. Mais croire ne suffit pas toujours. À un moment, il faut voir. C'est ce que les Hernandez vont organiser. Une mise en scène. Les sources évoquent une apparition préparée dans une grotte des environs, un lieu déjà chargé symboliquement dans de nombreuses cultures locales, souvent associé au sacré, à l'invisible, à ce qui échappe au regard. Les habitants sont rassemblés. Ils savent qu'un événement important va se produire. On leur a parlé d'une présence, d'une manifestation. L'atmosphère est déjà orientée. Et puis, Magdalena apparaît. Les détails précis de la scène varient selon les témoignages. Certains évoquent de la fumée, d'autres parlent de torchers, d'un éclairage maîtrisé, d'un environnement conçu pour impressionner. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'effet produit. Magdalena est présentée comme une incarnation divine. Une déesse. Dans plusieurs récits, elle est associée à Coatlicue, figure majeure des croyances aztèques, liée à la vie, à la mort et au cycle de la création. Pour les habitants de Yerba Buena, déjà préparés à cette idée, la scène agit comme une confirmation. Ce qu'ils ont entendu devient visible. Ce qu'ils imaginaient prend forme. Et dans un groupe, ce type de moment ne fonctionne pas individuellement. Il fonctionne collectivement. Chacun observe la réaction des autres. Chacun perçoit l'adhésion autour de lui. Et très vite, le doute n'a plus vraiment de place. L'apparition ne se discute pas. Elle s'impose. À partir de cet instant, le statut de Magdalena change définitivement. Elle n'est plus introduite comme une figure possible. Elle est reconnue comme une figure réelle. Elle devient le centre du culte. Les Hernandez, eux, changent aussi de position. Ils ne sont plus seulement ceux qui parlent. Ils deviennent ceux qui interprètent. Ceux qui traduisent la volonté de la déesse. Ceux qui organisent. Mais ils ne sont plus au sommet. Ce rôle appartient désormais à Magdalena. Et ce déplacement est essentiel. Parce qu'à partir du moment où une croyance repose sur une personne incarnée, elle devient beaucoup plus difficile à remettre en question. On ne conteste pas une présence. On s'y soumet. Dans les jours qui suivent, les rassemblements évoluent. Ils deviennent plus structurés, plus fréquents, plus exigeants. Les habitants ne viennent plus seulement écouter. Ils viennent participer. Ils viennent assister. Et surtout, ils viennent obéir. À ce stade, il n'est toujours pas possible d'affirmer avec certitude ce que Magdalena pense de son propre rôle. Mais une chose est observable. Elle ne recule pas. Elle s'inscrit dans la mise en scène. Elle en accepte les règles. Elle en assume la position. Et très vite, elle ne se contente plus d'être présentée. Elle agit. C'est à partir de là que la dynamique bascule. Ce qui avait été construit comme une manipulation commence à produire ses propres effets. Le cadre est posé. Les rôles sont distribués. La croyance est installée. Il ne manque plus qu'un élément. Un élément qui, dans l'histoire des cultes, marque toujours un point de non-retour. Le passage à l'acte. Après l'apparition,
rien ne s'arrête. Au contraire, tout commence. À Yerba Buena, les rassemblements deviennent réguliers. Ils ne sont plus présentés comme de simples rencontres, mais comme des moments nécessaires. Des moments où l'on doit être présent. Où l'on doit participer. Les habitants se retrouvent désormais dans les grottes des environs. Un lieu déjà chargé de sens, désormais associé directement à la présence de la déesse. Les rituels s'organisent. Les sources restent imprécises sur leur forme exacte au départ, mais elles convergent sur un point, ils deviennent progressivement plus structurés, et plus exigeants. On demande aux participants de donner davantage. Du temps. Des ressources. Et surtout, de l'obéissance. Le cadre change. Ce qui était autrefois un choix devient une attente. Puis, lentement, une obligation implicite. Dans ce type de dynamique, la transformation est rarement brutale. Elle est progressive. Presque invisible. On accepte une première règle. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et à chaque étape, revenir en arrière devient un peu plus difficile. Les témoignages évoquent des rituels de plus en plus intenses. Des pratiques collectives. Des mises en scène. Des moments où la frontière entre croyances et comportement se réduit. Mais il est important de le rappeler. Les détails précis de ces premières phases restent mal documentés. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la violence apparaît. D'abord de manière ciblée. Certains membres du groupe commencent à être sanctionnés. Ceux qui doutent. Ceux qui hésitent. Ceux qui remettent en question. Dans un système fondé sur la croyance collective, le doute devient une menace. Et cette menace doit être contenue. Les sources mentionnent des actes de violence envers certains membres du groupe. Des passages à tabac. Des formes de punition. Ces actes ne sont pas encore généralisés. Mais ils marquent un tournant. Ils introduisent quelque chose de nouveau dans la dynamique du culte. La peur. À partir de ce moment, les habitants ne restent plus uniquement parce qu'ils croient. Ils restent aussi parce qu'ils comprennent qu'il y a un risque à partir. Et ce mélange croyance et peur est ce qui rend l'emprise particulièrement efficace. Magdalena, à ce stade, ne se contente plus d'être une figure symbolique. Les témoignages indiquent qu'elle participe activement au rituel. Qu'elle donne des directives. Qu'elle occupe une position centrale. Son rôle n'est plus passif. Il devient actif. Et structurant. Les frères Hernandez sont toujours présents. Mais leur position évolue. Ils ne sont plus les seuls à guider. Ils accompagnent désormais une figure qu'ils ont eux-mêmes introduite, mais qui prend de plus en plus de place. Le système qu'ils ont construit commence à leur échapper. Et à mesure que les rituels se renforcent, une nouvelle étape se prépare. Une étape que l'on retrouve dans de nombreux cas similaires. Le moment où la violence cesse d'être une punition et devient un acte central. À un moment, la violence change de nature. Jusqu'ici, elle servait à maintenir l'ordre, à contenir le doute, à imposer l'autorité. Mais dans les semaines qui suivent, elle devient autre chose. Un acte central. Les sources convergent sur un point essentiel. Des membres du groupe sont tués lors de rituels organisés dans les grottes autour de Yerba Buena. Ces meurtres ne sont pas présentés comme de simples exécutions. Ils sont intégrés dans une logique religieuse. Une logique de sacrifice. Les victimes sont choisies à l'intérieur même du groupe. Il s'agit souvent de personnes considérées comme problématiques, celles qui résistent, qui doutent, ou qui menacent l'équilibre du culte. La violence devient alors collective. Les témoignages indiquent que plusieurs participants prennent part aux actes. Ce point est fondamental. Parce qu'il transforme la dynamique du groupe. On ne parle plus d'un leader qui impose. On parle d'un groupe qui agit. Et une fois que plusieurs personnes ont participé à un acte de cette nature, la possibilité de revenir en arrière disparaît presque entièrement. Chacun devient impliqué. Chacun devient complice. Le système se verrouille de lui-même. Concernant la nature exacte des rituels, les sources restent partielles. Elles évoquent des scènes de violence extrême, des mutilations, et l'utilisation du sang dans un contexte cérémoniel. Certains témoignages mentionnent que le sang des victimes aurait été recueilli et consommé dans le cadre de ces rituels. Mais ces éléments ne sont pas tous établis avec le même degré de certitude. Ce qui est confirmé, en revanche,
c'est que les meurtres sont bien liés à la structure du culte, et qu'ils s'inscrivent dans une logique de croyance collective. Magdalena occupe un rôle central dans ces événements. Les éléments disponibles indiquent qu'elle dirige ou encadre les rituels, qu'elle donne des instructions, et qu'elle est reconnue comme l'autorité principale au moment des actes. À ce stade, elle n'est plus seulement une figure symbolique. Elle est une actrice directe. Les frères Hernandez sont toujours présents. Mais leur position devient secondaire. Le système qu'ils ont initié ne repose plus uniquement sur eux. Il repose désormais sur la structure qu'ils ont créée, et sur la place qui occupe Magdalena. La violence n'est plus un outil. Elle devient une composante du fonctionnement du groupe. Et une fois ce seuil franchi, il n'y a plus de retour possible. Ce qui se déroule dans les grottes de Yerba Buena n'est plus une manipulation. C'est un enchaînement. Un mécanisme autonome. Qui va continuer, jusqu'à ce qu'un élément extérieur vienne l'interrompre. Après les premiers meurtres, le groupe ne se dissout pas. Il se stabilise. C'est un point essentiel. Dans d'autres contextes, un acte aussi extrême aurait pu provoquer une fuite, une rupture, une prise de conscience. À Yerba Buena, c'est l'inverse. Le culte se renforce. Les rituels continuent. Et surtout, ils ne surprennent plus. La violence, qui avait marqué un seuil, devient progressivement intégrée au fonctionnement du groupe. Elle n'est plus exceptionnelle. Elle devient prévisible. Attendue. Les témoignages disponibles suggèrent que plusieurs rituels ont lieu sur une période relativement courte, durant laquelle plusieurs personnes trouvent la mort. Le nombre exact de victimes reste incertain selon les sources, mais il est établi que les meurtres ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité. Ce point change tout. Parce qu'il transforme la perception des participants. On ne réagit pas de la même manière à un acte unique, qu'à une répétition. À force d'être reproduit, un comportement même extrême peut perdre son caractère choquant. Il devient une norme interne. Et dans ce cadre, chacun ajuste sa position. Certains participent activement. D'autres assistent. D'autres encore se taisent. Mais tous restent. Pourquoi ? Parce que plusieurs mécanismes se superposent. La croyance, d'abord. Pour une partie du groupe, Magdalena est réellement perçue comme une figure divine. Ses actions ne sont pas vues comme des crimes, mais comme des actes nécessaires. La peur, ensuite. Les événements ont montré qu'il existait une conséquence à la résistance. Quitter le groupe, contester, refuser, devient risqué. Et puis il y a un troisième élément, souvent moins visible. L'implication. Après avoir participé de près ou de loin à des actes violents, les individus se retrouvent liés à ce qu'ils ont fait. Partir, ce serait reconnaître. Reconnaître, ce serait s'exposer. Alors il reste. Le groupe devient un espace fermé. Un système dans lequel chaque membre est à la fois témoin et partie prenante. Magdalena, dans ce contexte, consolide sa position. Les éléments disponibles indiquent qu'elle continue de diriger les rituels, de donner des instructions, et d'occuper une place centrale dans l'organisation du culte. Son autorité n'est plus contestée. Elle est intégrée. Les frères Hernandez sont toujours présents, mais leur rôle semble s'effacer progressivement derrière celui de la figure qu'ils ont introduite. Le pouvoir a changé de forme. Il ne repose plus uniquement sur un discours. Il repose sur une structure. Sur des actes partagés. Sur une réalité que tous ont contribué à créer. Et dans ce type de configuration, le système devient autonome. Il n'a plus besoin d'être imposé. Il fonctionne. Jusqu'à ce qu'un élément extérieur vienne rompre cet équilibre. Et cet élément va apparaître. De manière inattendue. Par quelqu'un qui n'appartient pas au groupe. Pendant plusieurs semaines, ce qui se passe à Yerba Buena reste confiné. Le village est isolé. Les habitants ne partent pas. Personne ne vient. Le culte fonctionne en circuit fermé. Les rituels se poursuivent. Les violences aussi. Et à l'extérieur, rien ne filtre. Puis, un élément inattendu intervient. Un jeune garçon. Les sources mentionnent qu'un adolescent, âgé d'environ 14 ans, arrive dans la zone et se retrouve confronté à ce qui se déroule dans les grottes. Les circonstances exactes de sa présence ne sont pas entièrement établies.
Certaines versions évoquent un passage dans la région. D'autres parlent d'une tentative de trouver refuge. Mais tous les récits s'accordent sur un point. Il voit. Il est témoin, au moins en partie, d'un rituel en cours. Et ce qu'il observe est suffisamment inhabituel, suffisamment violent, pour provoquer une réaction immédiate. Il quitte les lieux. Et il cherche de l'aide. Il se rend auprès des autorités locales. Un policier est informé. Là encore, les détails varient selon les sources, mais la structure des faits reste cohérente. Un signalement est fait. Une vérification est envisagée. Une intervention est préparée. Ce moment est déterminant. Parce qu'il introduit un regard extérieur. Quelqu'un qui ne partage pas les codes du groupe. Qui n'adhère pas à la croyance. Qui perçoit immédiatement la situation pour ce qu'elle est. Un enchaînement de violences. Mais l'intervention ne se déroule pas comme prévu. Le policier qui accompagne le jeune garçon disparaît. Les deux sont interceptés. Leur mort est ensuite confirmée. Leurs corps seront retrouvés avec ceux d'autres victimes, dans ou à proximité des zones utilisées par le culte. Ce double meurtre marque un tournant. Parce qu'il dépasse le cadre du village. Jusqu'ici, les violences concernaient uniquement des membres du groupe. À partir de ce moment, une personne extérieure, un représentant de l'autorité, est tuée. Et cela change la nature de l'affaire. On ne parle plus d'un phénomène isolé. On parle d'un crime qui attire l'attention. La disparition d'un policier ne passe pas inaperçue. Même dans une région reculée. Une enquête est lancée. Des recherches sont engagées. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Yerba Buena cesse d'être invisible. Le système fermé commence à se fissurer. Pas de l'intérieur. Mais sous l'effet d'une pression extérieure. La disparition d'un policier déclenche une réaction. Dans une région aussi isolée que celle de Yerba Buena, les interventions sont rares. Mais la disparition d'un représentant de l'autorité ne peut pas être ignorée. Une opération est organisée. Des forces de l'ordre, accompagnées de militaires, se rendent dans la zone. Ils remontent jusqu'au village. Puis jusqu'aux grottes. Ce qu'ils découvrent ne correspond à rien de connu dans ce type d'intervention. Les lieux portent les traces d'activités récentes. Des installations rudimentaires. Des espaces utilisés de manière répétée. Et surtout, des corps. Les autorités retrouvent plusieurs cadavres, certains mutilés, dans et autour des grottes. Parmi eux, celui du policier disparu. Et celui du jeune garçon qui avait donné l'alerte. Le nombre total de victimes reste difficile à établir avec précision. Les sources évoquent plusieurs morts, sans toujours s'accorder sur un chiffre exact. Mais ce point est clair. Il ne s'agit pas d'un acte isolé. Les éléments découverts confirment l'existence d'un groupe organisé, structuré, et impliqué dans des actes de violence répétés. L'intervention met fin au culte. Les membres présents sont arrêtés. D'autres sont interrogés. Magdalena Solis est identifiée comme une figure centrale. Elle est interpellée, avec son frère Éléazar. Les frères Hernandez, à l'origine du dispositif, ne seront pas jugés. Selon les sources, l'un d'eux est tué lors de l'intervention. L'autre meurt dans des circonstances violentes peu après, possiblement tué par un membre du groupe. Les informations restent partielles, mais leur disparition empêche toute confrontation judiciaire complète. Le système qu'ils avaient initié s'effondre rapidement. Privé de son cadre, de son isolement, et confronté à une autorité extérieure, le groupe ne tient plus. Les habitants sont séparés. Interrogés. Exposés à une réalité qui ne repose plus sur la croyance collective. Mais un élément surprend les enquêteurs. Malgré les faits, malgré les corps, malgré l'intervention, certains membres continuent de soutenir Magdalena. Ils refusent de témoigner contre elle. Ils maintiennent son statut. Même face aux autorités. Même après l'effondrement du culte. Cette loyauté va avoir des conséquences directes. Parce qu'elle limite ce que la justice peut prouver. Et donc, ce qu'elle peut condamner. Après l'intervention, l'affaire quitte les montagnes de la Sierra Madre. Elle entre dans un cadre totalement différent. Celui de la justice. Magdalena Solis et son frère Éléazar sont placés en détention. Ils sont inculpés pour les faits qui peuvent être établis à partir des éléments disponibles.
Et c'est là que la réalité judiciaire impose ses limites. Parce que dans ce type d'affaires, tout ne repose pas sur ce qui s'est réellement passé. Tout repose sur ce que l'on peut prouver. Les autorités disposent de plusieurs éléments. Des corps retrouvés. Des traces de violence. Un groupe organisé autour de rituels. Mais pour établir une responsabilité pénale précise, il faut plus. Il faut des témoignages. Des déclarations. Des preuves directes. Et sur ce point, l'enquête se heurte à un obstacle majeur. Les membres du culte. Beaucoup d'entre eux refusent de coopérer pleinement. Certains minimisent. D'autres se taisent. Et plusieurs continuent de reconnaître l'autorité de Magdalena. Ce phénomène est documenté. Malgré l'arrestation, malgré la fin du culte, l'emprise ne disparaît pas immédiatement. Elle persiste. Et cette loyauté a un effet direct sur le procès. Elle limite la portée des accusations. Parce que sans témoignage clair, certains faits ne peuvent pas être juridiquement attribués. Le dossier se construit donc autour de ce qui est le plus solide. Les faits directement établis. Les éléments confirmés. Les responsabilités démontrables. En avril 1964, le verdict est rendu. Magdalena Solis est reconnue coupable de 2 meurtres. Elle est condamnée à 50 ans de prison. Une peine lourde. Mais qui ne reflète pas nécessairement l'ensemble des faits évoqués dans l'affaire. Simplement parce que tous n'ont pas pu être prouvés. Son frère Éléazar est également condamné. Les autres membres du groupe reçoivent des peines variables, en fonction de leur implication établie. Le procès ne permet pas de reconstituer entièrement ce qui s'est passé dans les grottes de Yerba Buena. Il fixe une version judiciaire. Partielle. Encadrée. Limitée par les éléments disponibles. Et c'est souvent le cas dans ce type d'affaires. La justice ne raconte pas une histoire. Elle tranche sur des faits prouvés. Ce qui laisse, inévitablement, des zones d'ombre. Dans le cas de Magdalena Solis, ces zones sont nombreuses. Elles concernent le nombre exact de victimes, le rôle précis de chaque participant, et l'ampleur réelle de ce qui s'est déroulé pendant ces semaines. Mais malgré ces limites, une chose est établie. Le culte a existé. Des meurtres ont été commis. Et Magdalena en a été l'une des figures centrales. Le reste appartient à ce que l'on ne pourra jamais reconstituer complètement. L'affaire Magdalena Solis ne se résume pas à une suite d'événements. Elle pose une question. Comment un groupe entier peut-il basculer dans une telle dynamique, sans intervention extérieure pendant plusieurs semaines? Les éléments disponibles permettent d'identifier plusieurs facteurs. Aucun ne suffit à lui seul. Mais ensemble, ils forment un cadre. D'abord, l'isolement. Yerba Buena est une communauté reculée, avec peu de contacts extérieurs. L'accès à l'information est limité. Les références viennent presque exclusivement de l'intérieur du groupe. Dans ce contexte, une idée peut circuler sans être contredite. Elle peut s'installer, puis devenir une évidence. Ensuite, la structure des croyances. Les habitants ne partent pas de rien. Ils possèdent déjà un système de représentation du monde, mêlant religion et tradition locale. Les frères Hernandez ne créent pas une nouvelle croyance. Ils s'insèrent dans celles qui existent. Ils les réorganisent. Ils les orientent. Ce qui rend leur discours plus facilement acceptable. Il y a aussi la dynamique de groupe. Dans une communauté restreinte, les comportements sont visibles. Les réactions aussi. Quand plusieurs personnes adhèrent à une idée, elles gagnent en légitimité. Le doute devient plus difficile à exprimer. Parce qu'il isole. Et dans ce type d'environnement, l'isolement a un coût. À cela s'ajoute la progression. Rien ne se produit en une seule étape. Chaque phase prépare la suivante. Une première adhésion. Puis une deuxième. Puis une troisième. À aucun moment, le basculement n'est présenté comme total. Il est graduel. Ce qui le rend plus difficile à percevoir, pour ceux qui le vivent. Enfin, il y a l'implication. Une fois que les individus participent, même de manière limitée, à certaines actions, leur position change. Ils ne sont plus seulement témoins. Ils deviennent acteurs. Et cette implication crée un lien. Un lien qui rend la sortie plus complexe. Parce qu'elle implique de reconnaître ce qui a été fait. Dans le cas de Magdalena Solis, ces éléments se combinent.
Mais ils n'expliquent pas tout. Ils décrivent un contexte, pas une intention. Sur le rôle précis de Magdalena elle-même, les éléments restent partiels. Il est établi qu'elle a occupé une position centrale dans le culte, qu'elle a participé au rituel, et qu'elle a été reconnue coupable de meurtre. Mais au-delà de ces faits, les motivations exactes ne peuvent pas être établies avec certitude. Les sources ne permettent pas de conclure de manière définitive sur ce qu'elle croyait, sur ce qu'elle comprenait, ou sur ce qu'elle recherchait. Et cette absence de réponse fait partie de l'histoire. Parce qu'elle empêche toute simplification. On ne peut pas réduire cette affaire à une seule cause. Ni à un seul profil. Ce qui s'est produit à Yerba Buena résulte d'un ensemble de conditions. Humaines. Sociales. Collectives. Des conditions qui, réunies, ont permis à une situation extrême de se développer, sans être interrompue immédiatement. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire difficile à mettre à distance. Elle ne repose pas uniquement sur des individus. Elle repose aussi sur un système. L'affaire de Yerba Buena ne se termine pas vraiment. Elle s'arrête. C'est différent. En 1964, le procès a lieu. Les condamnations sont prononcées. Les principaux responsables sont identifiés. Sur le papier, l'histoire est close. Mais ce qui s'est passé dans les grottes de la Sierra Madre ne disparaît pas avec un verdict. Les faits restent partiellement établis. Le nombre exact de victimes demeure incertain. Et certaines séquences ne pourront jamais être reconstituées avec précision. Ce qui subsiste, ce ne sont pas seulement des éléments judiciaires. Ce sont des traces. Un village isolé. Des rituels organisés. Un groupe qui a basculé. Et une figure centrale, Magdalena Solis, condamnée pour 2 meurtres, mais associée à une dynamique beaucoup plus large que ce que la justice a pu retenir. Avec le temps, l'affaire a été racontée, reprise, transformée. Certains récits ont amplifié les faits. D'autres les ont simplifiés. Mais derrière ces versions, il y a une réalité plus difficile à saisir. Celle d'un groupe qui, pendant plusieurs semaines, a fonctionné selon ses propres règles. Sans opposition extérieure. Sans contradiction. Sans interruption. Jusqu'à ce qu'un événement vienne briser cet équilibre. Et après, les informations deviennent plus rares. On sait que Magdalena Solis a été condamnée à une longue peine de prison. Mais son parcours après le procès est peu documenté. Le village de Yerba Buena, lui, disparaît presque des récits. Il ne devient pas un lieu de mémoire. Il ne fait pas l'objet d'un suivi particulier. Comme si ce qui s'y était passé devait rester localisé. Contenu. Mais certaines questions restent ouvertes. Pas parce qu'on n'a pas cherché à y répondre. Mais parce qu'il n'existe pas de réponse complète. Comment une telle situation peut-elle se mettre en place? Pourquoi personne n'est parti plus tôt? À quel moment aurait-il été encore possible d'arrêter le processus? Ces questions ne trouvent pas de conclusion nette. Elles restent comme une zone d'ombre autour des faits établis. Et c'est peut-être ce qui caractérise le plus cette histoire. Pas seulement ce qui s'est produit, mais ce qui continue d'échapper à une explication simple. Ce soir, vous avez traversé une affaire réelle. Sans ajout. Sans transformation. Avec ses limites. Avec ses zones d'ombre. Une histoire qui ne repose pas sur l'inconnu, mais sur ce que l'on sait déjà. Et qui, malgré cela, reste difficile à regarder en face. Fermez les yeux. Laissez le silence revenir. Et souvenez-vous simplement d'une chose. Ce qui s'est passé à Yerba Buena n'a pas commencé par la violence. Ça a commencé par une parole.